fait, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aurais pas dit de moi il y a 3 ans, c'est maintenant je peux dire oui, je suis audacieuse. Ce que je n'aurais, franchement, je sais pas un mot qui me serait venu. Mais avec tout ce projet-là, oui, il y a beaucoup d'audace, beaucoup d'inconfort et en même temps beaucoup d'excitation. Et comme je suis absolument convaincue que c'est la bonne direction, en fait, on y va. Alors on y va tant bien que mal parfois. Je vais pas là, je suis sur un discours plutôt d'honnêteté. Aujourd'hui, on a des super beaux résultats et c'est pour ça qu'Innovacteur nous a donné ce prix, ce trophée. Et c'était pour nous une reconnaissance incroyable de se dire, en fait, voilà, on est le petit poussé, on a eu cette reconnaissance. Et oui, en fait, dans les petites entreprises d'une petite structure, en fait, on est des laboratoires pour les grandes structures. Moi, c'est ce que j'aurais envie de dire presque aux grandes. Regardez-nous comment on fait. Attention, on n'est pas les meilleurs du monde, mais on fait des choses intéressantes et surtout, on prend des risques. Peut-être que tu ne prends pas quand tu as plus des structures un peu plus lourdes, encore une fois. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi, c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois, c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonjour Anaïk. Bonjour Nelly. Nous nous connaissons depuis un moment, quand nous étions toutes récemment entrées sur le marché du travail à chercher nos voies respectives. Te voici aujourd'hui directrice générale de ImmoAdvisor, une entreprise qui accompagne les professionnels de l'immobilier dans la maîtrise de leur e-réputation et de leur visibilité locale sur le web. Entreprise dans laquelle tu as démarré en tant que responsable marketing en 2017, avant de devenir directrice marketing en 2021, puis DG il y a 3 ans, avec la prise de recul du fondateur de l'opérationnel pour garder le poste de président. Alors tu as un Master 2 en marché de l'art, puis un autre en sciences du langage. Et cependant, tu as toujours évolué dans le web et dans le marketing et l'e-réputation, avec une première nomination comme directrice de mission en 2015 chez Resoneo, avant de rejoindre ImmoAdvisor en 2017. Alors cela fait un moment que je veux t'interviewer, mais j'attendais que tu prennes pleinement ta place de directrice, et c'est donc quand ImmoAdvisor a gagné le trophée Innovation managériale transformative décerné par Innovacteur en novembre, que je me suis dit que c'était le bon moment. Cette interview est un peu différente parce que j'ai la chance de t'avoir suivi dans ton parcours professionnel et je t'ai vu prendre et grandir dans ton poste. Et les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de te tendre le micro aujourd'hui, c'est pour aller explorer la vision d'une DG qui vient du domaine de l'art et de la communication, le binôme créé avec la personne qui t'a choisi et formé à ce poste aujourd'hui, ton rapport au management, ta vision du travail et comment tu en es venu à ce trophée et ce que ça fait aujourd'hui d'être reconnu dans l'innovation managériale. C'est donc avec plaisir que je te reçois. Et pour démarrer, j'aimerais connaître ta vision du pouvoir. Merci Nelly pour cette belle introduction. Ma vision du pouvoir, alors là c'est une question que je m'étais jamais posée avant de venir ici. Je trouve ça comme beaucoup. Voilà, j'imagine. Ma première réponse, c'est le pouvoir d'agir. C'est la liberté qui se cache derrière. Et du coup, quand j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, oui, il y a le pouvoir d'agir, ouais, la liberté, ok. Mais derrière, il y a aussi beaucoup de responsabilités, notamment quand le pouvoir, là, on en parle dans le cadre de l'entreprise. C'est pas parce qu'on peut agir qu'on doit agir. Et la question, c'est est-ce que je dois agir sur tel sujet, puisque du coup, j'impacte tout un collectif derrière. Et donc, il y a la notion de responsabilité qui va, pour moi, qui est indissociable du non-pouvoir. Alors, je suis perturbée parce qu'en fait, on voit que tu écoutes le podcast, que tu as déjà creusé les mots avant même que je commence à poser la question sur les mots, mais j'aime bien, ça m'oblige à aller plus loin. C'est quoi la bonne utilisation du pouvoir ? Parce que dans la façon dont tu le dis, en gros, tu dis, voilà, le pouvoir d'agir, la liberté, ok, mais du coup, la responsabilité de choisir finalement sur quoi on agit. Exactement. Et comment finalement tu doses cette responsabilité de pouvoir ? Finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait de son pouvoir ? Est-ce que c'est un pouvoir tout autoritaire ? Est-ce qu'on en fait ça différemment ? Donc, comment tu te mets toi en éthique avec toi-même vis-à-vis du pouvoir que tu as en fait ? En étant toujours en connexion directe avec les équipes, parce que là on parle d'entreprise, moi je peux pas dissocier de ce que je fais Évidemment. Le mot équipe, je pense que je le dirais absolument à toutes les phrases. Donc c'est en étant en contact avec eux et en étant toujours en lien avec eux et en essayant de comprendre ce qui se passe pour pouvoir juger de mes potentielles décisions, mais de potentielles actions. Non pas je leur demande une validation, mais du coup pour moi j'ai toujours tendance à penser, et j'y crois fermement, que quand on dirige, il faut toujours un pied sur le terrain, et quand je dis un pied, c'est plus qu'un pied, c'est-à-dire qu'il faut toujours être très connecté. Moi je travaille dans une entreprise de 35 personnes, donc forcément on est relativement une petite équipe par rapport à tout un tas d'autres entreprises, et du coup c'est ma connexion au terrain et le lien avec les équipes qui pour moi est mon garde-fou de décisions qui pourraient être déconnantes. Voilà. Après, il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire, parce que le lien avec les équipes, mettre un pied dans l'équipe, et comme tu l'as dit, une entreprise de 35 personnes, ça se manage pas autant qu'une très grosse entreprise. Et le lien à l'opérationnel est différent, parce qu'évidemment, il y a un peu plus d'impact opérationnel d'une directrice d'une entreprise qui est plus petite, parce que y a plus de choses à faire.
Comment est-ce que finalement tu doses ce juste pouvoir, ce qui est entre finalement ton pouvoir à toi de directrice et le pouvoir que tu dois laisser aux équipes pour qu'elles puissent avancer? Parce qu'il y a la notion de partage de pouvoir. Ah oui. Tu l'as pas dit. Oui, bien sûr. Ouais. Comment tu visualises cette idée de partage de pouvoir du coup? Si elle te parle ou pas déjà? Oui, elle me parle. Pour moi, ça fait partie même des grandes questions auxquelles j'ai pas toutes mes réponses. On s'en parlera encore dans quelques années quand j'aurai peut-être plus de maturité sur le sujet. C'est une vraie question et c'est une très bonne question, Nadia. Non, mais vraiment, le partage de pouvoir, on le fait de plus en plus parce qu'on rentre dans une entreprise avec une culture collaborative. Donc forcément, c'est une question qui est centrale et on y va étape par étape. Aujourd'hui, je pourrais pas te donner en fait une matrice de décision ou d'organisation vraiment mature là-dessus, mais ça fait partie de mes questionnements au quotidien pour de vrai. On parle de pouvoir partagé, tu dis que tu mets en place quelque chose justement de collaboratif au sein de ton entreprise, donc c'est un changement de culture en tant que tel. Vous avez gagné un trophée sur l'innovation managériale transformative. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé à ce trophée? Qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour qu'on te décerne ce procès? En fait, on a eu ce trophée. Alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'on était vraiment le petit poussé. Enfin, c'était vraiment un coup d'audace d'aller oser demander ce trophée parce qu'on était en face de Air France, La Poste et compagnie. Donc, on était vraiment très atypique. Et du coup, c'était intéressant aussi de voir comment ça avait du sens pour eux, cette organisation d'Innovactor. Et ce qu'ils ont vu en nous et ce que j'ai partagé comme projet, c'est qu'on n'était pas sur un projet collaboratif, on était sur une transformation collaborative qui avait eu du coup, qui était capassée étape par étape, puisque moi je me suis pas réveillée du jour au lendemain, ni avec Jean-Philippe, de dire voilà, demain on sera collaboratif. Jean-Philippe, c'est ton président. Moi, Jean-Philippe, c'est mon président. Effectivement, je l'appelle Jean-Philippe. Je l'appelle pas mon président. Non, mais juste pour les gens, pour qu'ils comprennent quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, on s'est pas levé un matin en disant ah c'est bon, on a une super idée, il faut qu'on devienne collaboratif parce que c'est super cool. Évidemment, ça s'est pas passé comme ça. C'était aussi nous un chemin de maturation et de vision et d'idéologie qui est arrivé petit à petit. On a commencé par découvrir ce que c'était l'intelligence collective, découvrir ce que c'était le design thinking, et petit à petit, quand on a travaillé sur notre vision d'entreprise et notre roadmap à 3 ans, voilà, on a ce qu'on avait construit il y a quelques années. En fait, on s'est dit, pour y arriver, il faut qu'on change notre façon de travailler. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 10 ans d'existence, maintenant 11 ans bientôt, et à 10 ans, même on a beau être une petite structure, en fait, on s'est retrouvé comme un paquebot. C'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à naviguer avec de l'agilité. Parce qu'on avait 10 ans, on a découvert ce qu'on appelait la dette technique, ce qui arrive dans toutes les entreprises tech au bout de quelques années. Donc, on avait une grosse dette technique. On avait une équipe qui était structurée, très hiérarchisée. Et en fait, pour commencer à naviguer, pour être agile, et on avait un marché concurrentiel, très fortement concurrentiel. Et en plus, on commençait à découvrir la crise de l'immobilier. Tout ça mélangé, ça nous a bien secoué. Et à ce moment-là, c'est là où en fait, on s'est dit, on ne peut plus continuer notre organisation actuelle, on doit la transformer et on est parti sur du collaboratif par croyance forte déjà. Moi, je pense qu'on va dans ces directions-là parce qu'on y croit vraiment sincèrement et de manière authentique. On croit en l'intelligence collective. On s'est dit en fait qu'on doit travailler autrement. On est en synergie, on est une équipe où tout le monde se parle, où tout le monde s'entend bien relativement, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Par contre, co-construire ensemble, c'est quelque chose finalement qu'on ne sait pas faire. Et on l'a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. On croyait, parce qu'on croit plein de choses sur soi, comme on croyait on est très client-centrique parce que on a développé des postes de succès client dès le démarrage de l'entreprise. Le client est au cœur de toutes nos préoccupations, mais finalement, on s'est rendu compte que le client était un peu absent de certaines décisions et de certains choix. Donc le collaboratif, c'est pas que entre collaborateurs, c'est avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos prospects, avec les particuliers, enfin bref, avec tous les usagers qui est autour de nous. Et tout ça, ça a été du coup petit à petit, chaque prise de conscience et éclairage s'est fait. Et du coup, on a mis en âge un moment à un autre, on s'est dit, on veut une structure collaborative, comment on y va? Et donc c'est ce qu'on a présenté chez Innovactor et c'est ce qui leur a plu, parce qu'on leur a expliqué, voilà, nous le collaboratif, il n'est pas juste au produit. Par exemple, oui, on fait des bêta-tests, oui, on teste une fonctionnalité, oui, tout ça, on le fait. Et on le fait depuis pas si longtemps que ça, au final, quand on regarde l'âge de l'entreprise, mais on le fait aussi quand on travaille la roadmap entreprise globale, pas que produit. Bon, on la travaille en collaboratif. Quand on fait des sujets RH, on travaille en collaboratif. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis en place tous ces ateliers sur tous ces sujets et c'est l'ambition qu'on a, quand on parle de transformation, ça ne se fait pas en un jour. Là, ça fait 1 an et demi qu'on y est. On a encore quelques années devant nous. On a encore plein de choses à apprendre. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a présenté à Innovactor et c'est ce qui leur a plu. C'est du coup cet aspect en fait transformation avec le collaboratif et l'intelligence collective et innovation en son cœur. Très bien. Pour revenir à ce que tu nous as dit tout à l'heure sur ce que vous avez mis en place dans le collaboratif. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Déjà, c'est intéressant parce que la façon dont tu l'as définie, très précise, c'est exactement la définition de l'agilité. Tu n'as pas du tout utilisé le mot. Non. Qui est devenu très, très galvaudé et que d'ailleurs, tout le monde confond avec l'adaptabilité. Mais en fait, l'agilité, c'est ça. C'est client-centric. C'est toute une transformation culturelle avec tout ce qui est mis en place autour, du coup, que ce soit les personnes, à la façon de co-construire, etc. Et il y a une deuxième chose que tu as dit que je trouve super importante.
c'est que tu as dit on s'entendait bien, on se parlait bien, mais on a appris qu'on ne co-construisait pas. Et ça, c'est super intéressant parce que les gens confondent ça, je trouve, très souvent. Et on l'a confondu nous-mêmes. Hein. C'est après, là, c'est aujourd'hui que je peux le dire. Mais un peu mon slogan du projet, c'était on passe de travailler ensemble à co-construire ensemble. Et c'est pas la même chose, effectivement. Et qu'est-ce qui vous a fait mettre le doigt dessus ? C'est un cheminement. Ce qui nous a fait mettre le doigt dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que malgré toutes ces ambitions, des choses qu'on mettait en place, on avait un problème de synergie. Les équipes nous renvoyaient, on a un problème de synergie. Et là, je me dis, mais attends, comment on peut faire ? Comment on peut se dire être collaboratif tout en étant un problème de synergie ? Ah bah oui, c'est des choses différentes, effectivement. Et c'est là, en fait, tout vient des équipes. Beaucoup de choses viennent des équipes. Il faut juste les écouter. Alors, les solutions, on les a pas, on est en train de les mettre en place, justement. Mais du coup, il y avait ce sujet de dire, ah oui, collaborer. Et là, je me suis bien rendu compte que collaboratif et synergie, c'était pas la même chose. Et qu'est-ce que tu as mis en place concrètement ? Tu t'es fait accompagner, c'est ça, pour ça ou on a été accompagné par une société qui s'appelle Tico, okay. Qui du coup est spécialisée en intelligence collective, en design thinking et en méthodologie de travail. Et on a vraiment co-construit ensemble. Pour le coup, ils nous ont fait aussi une belle démonstration de ce que c'était co-construire avec ses clients, puisqu'ils nous ont pas mis, ils sont pas arrivés un jour en disant voilà telle méthodologie, voilà comment on va faire et voilà ce que vous allez faire, puis on va vous accompagner. Ça s'est jamais passé comme ça. On a construit la méthodologie ensemble. Ça venait beaucoup de nous parfois et eux après nous redirigeaient. Donc c'était parfait. Moi, c'était exactement l'accompagnement dont je rêve. Et du coup, c'est eux qui nous ont quand même aidés à aller dessus. Après, à aucun moment, ils nous ont conseillé de dire maintenant demain, faut que ce soit une entreprise collaborative. Ça s'est pas venu d'eux par contre. Mais en fait, je pense que le tout début et pour nous un des secrets de ce qui s'est passé, c'est que le CODIR a expérimenté, avant d'avoir conscience de tout ça, de mettre en place ce projet, on a expérimenté ce que c'était co-construire ensemble avec des ateliers d'intelligence collective. Encore une fois, on était en 2020, en 2021, on l'avait jamais fait avant. C'est peut-être aujourd'hui très commun, mais à l'époque, pour nous, c'était une découverte. Et du coup, de l'avoir expérimenté ensemble et du coup, d'en avoir été convaincu, de l'avoir fait, je pense que c'est ça qui fait aussi toute la différence pour la suite. Non, mais t'as raison, parce que je le vois dans les très grosses entreprises avec qui t'étais en concurrence, du coup, apparemment. Sur le trophée, c'est que, quoi qu'il arrive, si on accompagne ces transformations, mais qu'il n'y a pas un embarquement au plus haut, c'est vrai que la gouvernance n'a pas forcément de sens. Et exactement. Du coup, il y a une dissonance de culture entre ce qui est enseigné et ce qui est passé comme décision. Et moi, je pense évidemment, il y a des raisons de performance. C'est pour plus de performance qu'on fait ça, c'est pour plus d'innovation, c'est pour plus d'engagement collaborateur. Mais derrière, il y a aussi pour moi une notion de valeur qui est forte. Et pour le coup, c'est les dirigeants qui doivent l'apporter. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction, c'est ce qu'on fait et j'en suis convaincue. Que ça doit être porté en termes de valeur vraiment profonde, intrinsèque, de la part des dirigeants pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse exister plus que 3 mois. Parce que c'est ça le risque, quand même. Qu'est-ce qui te montre que ça marche aujourd'hui ? Ce qui montre que ça marche, c'est qu'on se rend plus compte qu'on est collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tellement devenues normales qu'on se rend plus compte de ce qu'on a mis en place. Que ça me demande un temps de réflexion pour me dire qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ah oui, du coup, je vais répondre. En fait, pour moi, ça, c'est le signe que ça marche, puisqu'en fait, on se rend plus compte qu'on a tous ces réflexes, on les fait, et du coup... maintenant, voilà, c'est qu'on se pose plus la question et ça devient des réflexes. Là, pour moi, c'est OK. Mais concrètement, en termes de business et de résultats ? En termes de business et de résultats, c'est qu'on est sur une année là, en 2024, c'est là où on a mis en place le collaboratif. Alors, le collaboratif, juste pour info, on n'a pas juste décrété qu'on était collaboratif. Comme je le dis, on a fait des tests et des expérimentations sur des projets très concrets, parce que les équipes avaient besoin de concret aussi, d'expérimenter et de valider le sujet. C'est normal. C'est notre façon de aussi les accompagner dans la transformation. Et après, on a aussi inscrit le collaboratif dans une méthode de pilotage de l'entreprise qu'on a changée, basée sur les OKR, inspirée des OKR, puisqu'on ne suit pas la méthode, mais chez nous, on ne suit aucune méthode de toute manière. C'est Objective Key Result. KPR, c'est ce qu'on appelle les KPI. Enfin, c'est pas les KPI, mais c'est un peu l'idée. En gros, c'est aligner les objectifs de l'entreprise avec les équipes et les collaborateurs. Et les mesurer. Et donc, du coup, on a mis en place en même temps les OKR, je pense que 6 mois après qu'on a annoncé qu'on allait changer de culture. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, de l'intégrer dans nos process et de le rendre, en fait, structurel petit à petit. Et du coup, de plus se rendre compte que finalement, on était collaboratif. Donc, tu as pris ton poste de directrice générale il y a 3 ans. Vous étiez combien il y a 3 ans ? On était 35-40 selon on varie entre 35-40 selon les années, me demande pas exactement. Donc vous n'avez pas grossi depuis que tu as pris le poste ? Non, parce que j'ai pris mon poste quand le marché est devenu compliqué. C'est toujours sympa. Voilà, j'ai pris la direction pour la tempête. Non, je te pose la question juste par rapport justement à ce changement de culture, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit en fait, on était 15 et puis quand on est 30, on peut plus travailler pareil, indépendamment de la dette technique. Et donc, du coup, on pourrait dire que c'est en grandissant que vous avez choisi de mettre en place cette culture. Mais en fait, pas forcément, parce que quand tu as pris le poste, vous étiez déjà au nombre où vous êtes aujourd'hui. Oui. Tu amènes un changement culturel dans l'entreprise, dans une entreprise où on t'a choisi pour évoluer, etc. Alors, 2 questions. Comment s'est passée déjà ta nomination et ta prise de poste, que c'est Jean-Philippe qui t'a choisi. Et puis, comment ça se passe, cette évolution culturelle dans une entreprise où tu as été choisi avec des codes que tu as pris, puisque ça fait 8 ans que tu es dans cette boîte.
Donc, Oui. voilà. Donc, première question, c'était. La première question, c'est déjà ta nomination. comment Comment elle s'est passée? Écoute, elle s'est passée, ça a été très simple, très évident. Pas beaucoup de choses du coup à te raconter dessus. Je pense que j'avais suffisamment de légitimité. Du coup, j'avais la légitimité du passé en fait. J'avais fait mes preuves, donc du coup, il n'y a pas eu de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai plutôt eu des félicitations de tous mes collègues quand ils ont su que j'allais prendre le poste. Donc, Très bien ça. Donc c'était plutôt très joyeux, plutôt très chouette. Et j'ai eu des belles phrases qui ont été prononcées à ce moment-là. Donc non, plutôt une nomination qui s'est passée de manière assez fluide. Donc une nomination fluide, des félicitations, et tu fais bouger la culture. Et je fais bouger la culture quelques mois après, ouais, exactement. Et ça, comment ça se passe, quoi? Déjà avec par rapport à la personne qui t'a nommé, enfin comment ça se passe dans votre binôme, et puis aussi par rapport à ton entreprise, quoi. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'ai pris mon poste donc de DG, je pense que ce changement de culture s'annonçait, mais j'avais pas encore cette question, vraiment, j'avais pas encore cette vision-là. Mais je me posais beaucoup de questions déjà moi personnellement. Je regardais un peu ce qui se passait dans d'autres types d'organisations beaucoup plus collaboratives, participatives. Donc je pense que c'est des sujets qui m'animent de manière générale, même personnellement en fait. Donc c'est pour ça que je parle aussi de valeurs parce que quand on est aligné, authentique avec ses valeurs, ça fonctionne beaucoup mieux en général. Et moi j'y crois beaucoup et j'en ai besoin. Comment ça s'est passé? C'est venu quand même assez petit à petit. D'abord avec Jean-Philippe, en fait quand je lui ai parlé de tout ça, lui c'est pas forcément ses réflexions, c'est pas forcément ses sujets on va dire. Et il m'a donné les clés en me disant en fait vas-y, tu fais. Vas-y, je t'ai nommé DG, c'est pas pour rien, donc vas-y, fais ta mission, quoi. Enfin, Un beau cadeau. J'ai eu un très beau cadeau. Et du coup, accompagné, à la fois distant et présent. C'est-à-dire que c'était vraiment pas son sujet, mais à la fois avec un énorme soutien et un vrai soutien. C'était pas juste un cadeau pour me faire plaisir, hein, évidemment. Donc c'est plutôt été, et ça, j'en suis très reconnaissante parce que j'ai vraiment eu la chance d'avoir des clés d'un projet qui m'animait en plus, qui me passionne. Donc j'ai pu aussi moi m'impliquer personnellement. Enfin ça a été aussi source d'épanouissement forcément et de développement. Donc pour moi c'était un vrai cadeau de prise de poste. Donc ça c'est pour la question par rapport au binôme, donc plutôt chouette. Et par rapport aux équipes, là on a la transformation, c'est difficile en termes de culture. Je vais pas dire qu'ils y adhèrent du jour au lendemain, c'est pas vrai. Ça prend du temps. Même aujourd'hui je pense que c'est encore on est encore sur une équipe on est en deux vitesses. Il y a 50% de l'équipe qui est à fond et 50% qui s'interroge. Tout le monde participe et avance. On n'a pas de personnes qui s'opposent frontalement à ce qu'on fait. Mais on est vraiment sur un changement de culture qui prend pas... Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris parce que je ne connaissais pas tous ces sujets-là. Moi, tout ce dont on parle, je les ai découverts en le faisant. Donc, j'ai pas forcément de prise de recul au moment où je prends les décisions et au moment où on avance. La notion de changement culturel et transformation, j'ai très vite compris que ça allait pas prendre 2 mois. Mais j'aurais bien aimé, parce que moi, j'étais tellement à fond que du coup, je me suis dit, je suis tellement à fond, c'est tellement génial, je suis tellement convaincue de tout ça que tout le monde va venir en 2 secondes. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, j'apprends aussi la patience et du coup, à m'interroger sur l'aspect culturel qui est en fait aujourd'hui le vrai sujet. Alors, il y a 2 questions, mais il y en a une où j'ai envie de te taquiner un peu parce que, en effet, une transformation culturelle, ça prend pas 2 mois, même si on aimerait bien. Mais la réalité, c'est que même pour toi, ça a pris 2 mois parce qu'on est quand même sur une entreprise dans laquelle tu es depuis 8 ans, avec une culture qui est la culture. Alors, tu amènes un changement, évidemment, mais tu amènes un changement en venant de l'intérieur de l'entreprise. Tu n'amènes pas un changement venant de l'extérieur. Oui. C'est pas la même façon d'amener un changement. Oui, tout à fait, ouais. Alors, c'est intéressant parce que c'est à la fois une façon de l'amener qui fait que tu as déjà la confiance des équipes, donc ça, c'est plutôt cool, surtout s'ils étaient contents de ta nomination, là où quelqu'un de l'extérieur doit un peu prouver. Mais en même temps, ça veut dire que toi-même, tu dois changer ton rapport à la culture, collaboratif, etc. Ouais. Et peut-être que ça s'est fait en 2 mois. Non plus. Mais comment ça se passe pour toi, tu vois, ça aussi? Je suis vraiment sur un mode expérimental, c'est-à-dire empirique, pas expérimental, mais empirique. Empirique, je mets un pas devant, je réfléchis, je regarde, hop, je mets un pas sur le côté, je me nourris de mes échanges. Donc en fait, tout ça, c'est aussi c'est un peu l'excitation et la difficulté de mon poste et de cette mission, c'est qu'à la fois, j'ai des convictions fortes, je suis entourée et accompagnée, je le mets en place. Je rencontre des murs, c'est pas facile, c'est dur. Il y a des moments où j'avais envie de baisser les bras. Du coup, c'est là, à ce moment-là, je prends du recul, je comprends les choses qu'on aurait dû faire ou pas faire ou comment faire. Là, effectivement, en ce moment, clairement, je sais qu'on a un manque sur l'aspect culturel et sur l'aspect managérial. Nous, on est rentré sur une autre façon de faire. Pas accompagné par une armada de consultants et de gens hyper sachants et expérimentés. Donc, on n'a pas cette chance-là. Et à la fois, je crois que c'est aussi une chance de pas l'avoir, parce que du coup, d'un côté, on y va, on fonce un peu aussi. Ouais. On fonce un peu, on y va. Et on invente nos propres méthodes. Et on apprend aussi nos propres erreurs. J'aime bien l'idée aussi de justement de te recevoir pour avoir quelqu'un qui met en place ça, pour qui c'est nouveau, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les grosses entreprises de grosses structures, on parle d'agilité, d'adaptabilité, mais en fait, on en parle depuis tellement longtemps que les gens savent plus au bout d'un moment. Et comme tu l'as très bien dit, on a une armada de consultants. Du coup, parfois, les consultants savent mieux. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. De plus en plus de directrices, et je dis directrices parce que j'interviewe majoritairement des directrices, mais je suis sûre qu'il y a des directeurs qui le font aussi,
le disent derrière ce micro, que maintenant, elles accompagnent seules des transformations, mais parce qu'elles ont aussi l'expérience derrière, elles ont testé des choses, etc. Donc, évidemment. Mais c'est intéressant aussi de t'entendre dire, en fait, je sais pas, j'avance, je regarde. Oui, c'est... En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aurais pas dit de moi il y a 3 ans, c'est maintenant, je peux dire, oui, je suis audacieuse. Ce que je n'aurais, franchement, je sais pas un mot qui me serait venu. Mais avec tout ce projet-là, oui, il y a beaucoup d'audace, beaucoup d'inconfort et en même temps beaucoup d'excitation. Et comme je suis absolument convaincue que c'est la bonne direction, en fait, on y va. Alors, on y va tant bien que mal parfois. Hein, je suis sur un discours plutôt d'honnêteté. Aujourd'hui, on a des super beaux résultats et c'est pour ça qu'Innovacteur nous a donné ce prix, ce trophée. Et c'était pour nous une reconnaissance incroyable de se dire, en fait, voilà, on est le petit poussé, on a eu cette reconnaissance. Et oui, en fait, dans les petites entreprises, d'une petite structure, en fait, on est des laboratoires pour les grandes structures. Moi, c'est ce que j'aurais envie de dire presque aux grandes. Regardez-nous comment on fait. Attention, on n'est pas les meilleurs du monde, mais on fait des choses intéressantes et surtout, on prend des risques, peut-être que tu ne prends pas quand tu as plus des structures un peu plus lourdes, encore une fois. Tu disais tout à l'heure que tu avances, tu prends du recul. Comment tu fais pour prendre du recul ? Parce que c'est pas évident. Hein. Non, c'est très dur. C'est très difficile. Je prends du recul en discutant avec des gens. Des gens, c'est-à-dire dans la rue, je prends quelqu'un puis je discute avec lui. Non, je m'entoure de bonnes personnes. C'est des discussions. C'est pas, je sais pas, je suis accompagnée. Là, je te parlais de Tico, donc il y a Nicolas Laurent, pour ne pas le nommer, avec qui je discute régulièrement et qui vient du coup. On est passé d'un accompagnement de prestations en fait sur des livrables avec de l'accompagnement sur des ateliers à du conseil personnalisé. Donc, c'est-à-dire que je l'appelle pour 2-3 heures sur un sujet très précis que j'ai, et à chaque fois que j'ai mon sujet, il va me remettre en question, je vais me sentir con sur plein de trucs, ça va me remettre en question sur ce que je fais, ça va me donner d'autres visions, et c'est quelqu'un en qui j'ai tellement confiance et qui en même temps a tellement bien compris qui on est, qui serait avec nous depuis des années, et voilà, bref, il y a une relation qui s'est faite. Là, on parle plus de personne à personne, et on a des cerveaux très différents. Donc, je conseille d'être avec des gens très différents de soi. Et j'ai besoin de ça. Et du coup, en général, quand je parle avec lui, au bout d'un moment, je me sens vraiment con. Et à la fin, je me dis, c'est très désagréable de se sentir con, mais qu'est-ce que c'est bon, et c'est un bon garde-fou. Pour moi, c'est un très bon indicateur, parce que ça veut dire que je suis toujours en train d'apprendre et de voir les choses autrement. Et donc, je reste pas sur, voilà, on a mis ça en place, c'est bien, et je me pose pas de questions, et je m'en fous s'il y a des effets de bord, on avance quand même. Là, c'est un exemple d'une personne avec qui je m'entoure. Il y a aussi d'autres personnes autour de moi, des amis qui sont je sais pas, j'ai une copine qui a passé son doctorat en transformation des organisations, donc forcément, on échange avec elle, elle m'envoie des articles. Donc, en fait, ça va être dans mon environnement proche, professionnel et personnel, des discussions qui me permettent du coup de me remettre en question. Ça va être aussi après aller à des conférences, à des petits ateliers de formation. Voilà, donc j'essaie de plus en plus d'aller me confronter aux autres. Donc c'est plutôt dans l'échange que ça se passe pour moi. Et parfois je me dis effectivement, est-ce que je me pose la question comment je devrais m'entourer pour être sûre de voir plus de choses. Mais pour moi, là, si je devais dire un truc, et je le dis, ça fait 1 semaine que je dis ça à tout le monde, c'est bien de se sentir con, et pour moi, je pense que c'est très important, c'est la modestie, l'humilité, c'est aussi montrer qu'on ne sait pas tout, et on ne sait forcément pas tout, qu'importe notre âge et notre expérience. Donc pour moi, c'est un bon signe. Et c'est maintenant, je le crie haut et fort, je veux me sentir con face à des gens, pour pouvoir me remettre en question et apprendre de nouvelles choses, et de nouveaux regards. Non, mais c'est super intéressant parce que quand je t'ai demandé de prendre du recul, je m'attendais à des réponses, faire du sport, voir des amis. Ah oui. Non, mais c'est très bien. Il y a ça aussi, attention, mais... Non, mais c'est mais très bien. C'était pas ma première réponse, ouais. Non, mais c'est très bien parce que, en fait, ce que tu dis, et je suis 100% d'accord, c'est en fait, pour réussir, faut se renseigner, faut se former. Faut s'entourer. C'est s'entourer, mais en fait, tu t'entoures de personnes qui te forment, qui te challenge, qui te conseillent. Tu vas avoir des conférences, tu vas lire des choses. Comme quoi, c'est pas forcément inné, alors que ce type de management, on en parle depuis très longtemps, mais comme on voit, c'est finalement pas très inné. Dans le monde du conseil, apparemment plus que dans le monde de l'entreprise, mais dans l'absolu, c'est intéressant de se dire, en fait, j'ai besoin d'aller appréhender ça, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de me renseigner, j'ai besoin de me confronter, et que c'est finalement pas une question de coaching, pas une question de mentorat, etc. Et moi, j'ai pas choisi ça, effectivement, ça m'a jamais parlé, à tort ou à raison, et je dis pas que demain je le ferai pas, j'ai vraiment pas je suis pas du coup indicative là-dessus, mais ça m'a jamais, je me pose de temps en temps la question si je devrais pas me faire coacher. Je me suis jamais fait coacher de ma vie, donc je ne sais pas. Peut-être, parce qu'il y a des gens qui me diraient si il faut mieux que tu y ailles, dites-le, j'irai. Mais ça me convient, c'est pas ce qui me convient le mieux. Moi, je suis plutôt entre formation, échange, relationnel. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le contact avec l'autre. Et c'est vrai que oui, c'est une façon de le faire. Après, je prends aussi du recul en marchant et en faisant du sport. Je rigole. Non, mais très bien. Non, mais du coup, j'aime bien ta réponse parce qu'elle change et que ça montre bien qu'en fait, non, c'est pas une question de prendre du recul dans sa vie perso, même si c'est important et il n'y a pas de débat. Non. Mais c'est de dire prendre du recul aussi sur sa façon de faire managériale et ses pratiques managériales au travers d'autres regards, d'autres confrontations. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par rapport à la notion juste de coaching, conseil personnalisé, etc., juste faire le point là-dessus rapidement, moi je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce qu'on dirait que toute la solution maintenant c'est le coaching. Alors le coaching c'est en effet très bien, il n'y a pas de remise en coin du coaching, c'est juste le coaching c'est plus pour travailler sur un truc très précis qui est de l'ordre personnel, de déblocage. C'est beaucoup conseillé aux femmes pour la confiance en elles, etc. machin.
aux hommes aussi, mais pour d'autres débats. Et c'est vrai qu'on accompagne souvent l'évolution managériale par du coaching. Je dis pas que c'est inintéressant, mais en fait, en effet, il y a l'option formation et l'option conseil personnalisé qu'on retrouve souvent dans le mentorat. Mais mentorat, c'est des gens qui sont dirigeants et qui vous donnent leurs idées. Ouais. Mais cet entre-deux, finalement, est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un entre-deux que tu dis, c'est à la fois pas du coaching, mais des questions et des apports personnalisés à co-construire avec toi, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Oui, parce que toi, l'aspect, par exemple, coaching, quand tu parles de développement personnel, moi, je le prends plutôt de manière psychologique ailleurs que dans le cadre professionnel, en fait. Je pense que c'est pour ça que moi, personnellement, le coaching ne m'a jamais trop parlé. C'est que le mot développement personnel, je l'aime pas beaucoup. Je préfère le mot peut-être psychologique, que d'autres l'aiment moins. Hein. Chacun, c'est... Voilà. Et je le travaille plutôt avec des psys, du coup. Si j'ai vraiment des sujets de confiance en moi, des choses comme ça, je vais pas le travailler en coaching. Là, on parle vraiment, pour moi, de nourriture aussi intellectuelle, de théorisation, de prise de conscience de soi aussi, à travers ça. Mais du coup, effectivement, c'est pour ça que le coaching ne m'a jamais trop parlé. Non, mais c'est intéressant parce que tu pointes du doigt sur le fait que finalement, le coaching, c'est à la fois soi, l'authenticité, se questionner, être en confiance en soi, mais c'est aussi des vraies méthodes qui correspondent à la culture qu'on veut développer aussi. Hein. Enfin, ça va... Donc, c'est un mix des deux qui est plutôt intéressante. Et c'est intéressant de t'entendre dire que tu te nourris de tout ça par ailleurs. Je vais revenir à ton parcours. Tu viens de l'art et des sciences de la communication, ce qui n'est pas forcément le parcours clé pour arriver à des postes de direction générale. Tu as évolué dans le marketing, mais le marketing dans des boîtes dont le marketing était au cœur. Donc, c'est plutôt pertinent que tu deviennes direction générale par ces biais-là, parce que sinon, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Comme je disais, je te connais depuis un moment. Je t'ai vu évoluer dans ton parcours. Je ne crois pas avoir entendu, moi, un jour, je serai DG. Pas du tout. À quel moment tu t'es projeté dans ce poste ? Effectivement, tu m'as jamais entendu le dire. Personne ne m'a jamais entendu le dire. Moi-même, je ne me le suis jamais entendu me le dire. Donc, effectivement, tout ça pour dire que je n'y avais pas pensé et que c'était pas mon ambition. Et je me suis projetée dans le poste à partir du moment où Jean-Philippe m'a commencé à m'en parler. Donc, moi, je ne l'avais pas du tout. Il m'en a parlé il y a quand même quelques temps. Il m'en a parlé au moment où je prenais le poste de direction marketing. Donc, c'était bien, voilà. Et donc, j'étais pas du tout prête pour être DG et j'avais jamais envisagé de ce type de poste. Je sais pas ce que ça voulait dire même pour moi. Donc, ça vient de lui. Tu l'as pris comment ? Tu t'es dit pourquoi pas ? Tu t'es dit, est-ce que je vais être à la hauteur ? Tu t'es dit non, je te taquine, mais je me suis dit waouh, c'est génial, j'ai trop envie de le faire. Okay. En fait, ça m'a juste ouvert une porte que j'avais pas, mais peut-être que j'aurais eu après, c'est possible. Et tout de suite, je me suis dit ah ouais, super, ça serait génial parce que j'adore les sujets transverses. Et en fait, c'est par l'intérêt en fait du métier, pas pour le poste, pour le pouvoir ou le statut social. C'est pas ça qui m'intéressait en premier. Je vais pas dire que ça compte pas, ça compte forcément dans une vie. Et ce serait trop mensonger de ne pas le dire. Mais mon premier élan, c'était trop bien parce que moi, ce que j'aime et ce que je faisais de plus en plus du coup en interne, et c'est pour ça qu'il a pensé à moi, c'est le transverse, c'est le mettre tout ensemble, c'est la stratégie, c'est la connexion de chaque sujet ensemble. Et ça, intellectuellement, waouh, là, il y a eu un waouh, trop bien, je vais m'éclater. Donc c'est ça mon premier élan, mais ça c'était bien avant que je prenne le poste. Il m'a dit bon, on n'en parlait pas comme ça, hein, c'était une discussion un peu timide, mais je me rappellerai toujours de cette conversation, forcément elle a été clé pour moi. Mais il m'a mis cette petite graine, et il m'a dit bon, écoute, on se reparle dans un an, on voit, prends ton poste de direction déjà, ouais ce serait pas mal, on en parle après, hein, quand même, faut quand même un peu montrer aussi ce qu'on sait faire entre temps. Et puis moi grandir, j'étais beaucoup trop jeune et immature à ce moment-là, la boîte n'était pas prête non plus de toute manière, donc voilà, donc on s'est laissé le temps de grandir, de continuer ensemble. Sans en parler, on s'en parlait plus. Hein. C'était pas une conversation tous les dimanches. On se parle pas le dimanche, mais tous les lundis matins de dire alors en fait, voilà. Donc on s'en parlait plus. Quand c'était le bon moment, on en a reparlé. Et là, moi c'était génial de me dire. Moi, c'était vraiment, c'est le challenge intellectuel du truc qui m'a complètement galvanisé, qui m'a donné envie d'y aller, et de m'investir. Non mais c'est top cette idée, par contre, de prévenir la personne un an avant, parce qu'en fait, très souvent, moi je le vois. Alors. Les femmes qui deviennent directrices, elles le disent toutes, c'est souvent grâce à un homme, et c'est normal, puisqu'en fait, la majorité des hommes sont directeurs, et elles sont portées par des mentors, par des personnes qui les nomment, etc. Par contre, très souvent, ce que je vois, c'est que la personne a peut-être une vision en tête pour elle, mais elle lui a pas forcément dit. Donc un jour, elle dit, en fait, si tu vas prendre ce poste-là, alors la personne est contente, mais il n'y a pas de la maturité qui va avec. C'est intéressant de t'entendre dire que finalement ça a pris 2 ans. Ça t'a pas forcément mis la pression, j'ai l'impression de se dire faut que je fasse mes preuves. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, c'est un peu, mais c'est vraiment ma vision. On était tellement, c'était tellement assez évident, fluide et aligné. Je l'avais en tête évidemment. C'était devenu mon ambition. Mais je me suis pas dit, il faut que je fasse mes preuves et que je me parlais pas comme ça en tout cas. Déjà, j'adorais mon poste de direction marketing. Il faut quand même le dire. C'était un poste que j'ai adoré faire. Donc déjà, j'étais tellement concentrée sur cette challenge-là que finalement, je me dis, au moment venu, on passera à l'autre challenge. Donc je pense que ça me convenait vraiment bien de passer par là d'abord. Et moi, j'adore le marketing. Donc.
Comment ça s'est passé ça d'ailleurs? Parce que t'adorais le marketing. Alors comme t'es DG d'une entreprise qui fait du marketing, ça reste quand même ton sujet cœur. Mais n'empêche que t'es plus directrice marketing. Non. Comment ça s'est passé de finalement quitter un peu ce niveau de terrain? Ouais, ça n'a pas été si facile que ça. Je pense que pour le coup, on n'a pas pris forcément des bonnes décisions, puisque on n'a pas tout de suite remplacé la direction marketing par quelqu'un. On a fait monter en compétence une personne qui était en interne. Bon, ça s'est pas forcément passé comme on avait prévu. Et du coup, j'ai gardé la direction marketing pendant un temps, ce qui était du coup un peu compliqué, ce qui était un danger. J'en avais conscience et Jean-Philippe aussi, mais évidemment, on fait aussi les moyens qu'on a. Clairement, à refaire, je prendrais tout de suite quelqu'un qui est directeur marketing et qui a de la maturité sur le sujet. De l'externe, du coup? De l'externe. Si c'était de l'externe, c'était de l'interne. Après, si la personne avait été plus prête, oui, mais là, c'était pas le cas. Et du coup, on s'est mis un peu en risque. Moi, je me suis mise en risque. J'ai mis en risque aussi la personne en face. Donc, bref, ça n'a pas été forcément une réussite. C'était une décision où, avec le recul, que je prendrais pas la même. Le marketing, finalement, j'ai jamais lâché. Alors, au bout d'un moment, j'ai lâché complètement l'opérationnel. Je m'étais plus un nez dans l'opérationnel, puisque j'avais donné les clés du bateau à quelqu'un. J'ai dû les reprendre, ces clés. Cette personne n'est pas restée. Et depuis, j'ai repris un peu les clés. Donc, je refais monter quelqu'un en compétences. Donc, ça reste un sujet ça n'a pas été une belle... ça n'a pas été si bien fait que ça. Maintenant, ça marche quand même, donc tout va bien. Moi, j'adore ces sujets, donc c'est pas grave. Là, aujourd'hui, à date, on a une responsable marketing qui est très bien et à qui je sais que je peux complètement déléguer, donc c'est top. Et moi, je reste sur les sujets stratégiques, qui restent, mais en général, le marketing stratégique est lié forcément à la direction. Donc, du coup, finalement, je fais les 2 en 1 tout de suite et on gagne du temps. Je l'ai pas mal vécu en soi. Si on parle juste de moi, comment je l'ai vécu, ça m'a pas dérangé de pas lâcher tout de suite le marketing, en toute honnêteté, parce que c'est mon bébé. Et je pense que ça restera toujours mon bébé. Il faut être honnête. Maintenant, voilà, on n'a pas forcément pris les bonnes décisions, on va dire RH, management. Mon point, c'était un peu plus ce dernier, plutôt que de te dire est-ce que tu l'as bien vécu, pas vécu. C'est comment finalement on sort de ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué, que quand on évolue dans un métier, c'est parce qu'on aime son métier. Donc aujourd'hui, tu l'as toujours pas complètement lâché. Tu as juste une responsable marketing sur laquelle tu sais que tu peux compter. Oui. C'est déjà ça. Et c'est déjà très très bien. Non mais vraiment. Comment ça s'est passé pour toi déjà d'évoluer dans un poste de direction de management? Parce que tu m'as dit, quand tu as pris le poste de directrice marketing, tu étais super contente parce que c'est quelque chose qui te plaisait et tu avais plein d'enjeux. Je t'ai dit tout à l'heure, tu avais déjà pris un poste de directrice de mission du coup dans ton ancienne entreprise. Oui, mais il n'y avait pas de management, attention. Il n'y avait pas de management. Non, c'est un titre qui n'inclut pas de management. Ok, ça aurait pu si tu avais eu des personnes derrière, mais là, tu n'en as pas eu. Non. Comment ça s'est passé, tu as monté sur le management? m'a monté sur le management de manière assez empirique, encore une fois. Ouais, Nelly sourit. Je sais, parce que c'est l'erreur de beaucoup d'entreprises et j'en ai bien conscience. Et au bout d'un moment, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé l'arrivée sur la direction générale, où là, je me suis dit, par contre, là, il faut que je monte d'un niveau en management et que j'ai beaucoup plus conscience des choses. Donc là, j'ai été faire une formation qui était entre développement personnel, justement, et management, et managérial. Donc, je me suis préparée sur le poste de DG, sur ça. Et honnêtement, cette formation a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Donc, ça a été un très bon choix. Et elle m'a vraiment permis d'y aller après beaucoup plus sereinement et en ayant beaucoup plus des clés sur moi-même, puisque finalement, un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui a les clés sur soi. Donc, du coup, voilà, c'était ma façon d'y aller. Comment ça se passe pour toi, la confiance ? Alors, j'en manque et j'en manque pas à la fois. Au boulot, j'en manque pas trop. Parce que j'ai appris, je pense, étape par étape, à avoir confiance en moi. J'ai pas de sujet de légitimité, de crédibilité, de rapport aux autres. Et à la fois, je me mets toujours en doute. Donc j'ai un peu ce paradoxe où si tu me demandais si j'avais confiance en moi, je te dirais oui, j'ai confiance en moi. Et à la fois, j'ai confiance en moi parce que je doute de moi tout le temps. Et ouais, et là, Nelly monte les yeux. C'est toi qui fais la voix off. Elle s'est dit, merde, qu'est-ce que je fais de cette réponse ? Parce que je suis en questionnement. Là, après, c'est très personnel, ce que je dis, évidemment, ça me concerne moi, naïque. C'est que je redoute et je rechoisis tout le temps les choses. Et c'est OK pour moi, c'est un fonctionnement qui est normal. Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas me mettre en critique de ce que je fais ou de ce qui se passe. D'essayer d'apprendre systématiquement. Des erreurs, j'en fais plein. Clairement, j'en fais plein. Et plus on a de la responsabilité, plus on en fait des erreurs, puisque plus on a de pouvoir, et plus on en fait. Donc, plus forcément, on se retrouve avec des échecs, avec des non-réussites. Avant, j'étais plutôt la petite fille parfaite, je faisais pas beaucoup d'erreurs. Donc, c'était facile. Là, aujourd'hui, j'en fais plein. Et à la fois, je fais plein de choses très bien aussi, évidemment, mais je fais des erreurs. Donc, ce qui était le plus dur pour moi, c'est de me confronter à merde, j'ai merdé. Ah oui, qu'est-ce que je fais de ça ? Parce que je me sens hyper mal, du coup, si j'ai merdé. Donc ça, là, il y a un sujet par rapport à la confiance en soi, la remise en question, la critique. Je me dis, OK, j'ai merdé. Je vais pas me flageller parce que j'ai merdé. Par contre, je veux comprendre pourquoi j'ai merdé pour essayer au mieux de ne pas remerder demain sur le même sujet. Ça, par contre, c'est important pour moi. Et d'ailleurs, quand j'arrive à comprendre la clé de pourquoi la situation s'est passée comme ça, là, je me sens renourrie, je me ressens, je repars un peu sur un ton, me dire, OK, c'est bon, j'ai compris, c'est comme ça, OK, d'accord, donc c'est bon, j'avance. Il y a plein de choses dans ce que tu dis.
La première, c'est cette histoire de petite fille parfaite. Alors, tu m'as fait rire, t'as dit j'étais une petite fille parfaite, donc je faisais pas d'erreur. Bon, c'est très bien mais que c'est pas vrai. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Mais c'était pour mettre un cliché et un peu plus vite. Non, mais le point m'intéresse parce que la notion de bon élève, de fille parfaite, etc. Alors, bon élève et fille parfaite, c'est pas la même chose. Mais la notion de faire parfait, je veux pas dire que c'est très féminin du tout, ça reste masculin, mais il y a quand même un truc chez les femmes, puisqu'il y a beaucoup d'injonctions. Et c'est souvent ce qui est lié ensuite au fameux syndrome de l'imposteur, au manque de confiance en soi, etc. Donc en fait, ce que t'expliques finalement, c'est un peu ça. Parce que j'imagine que même quand t'étais fille parfaite, quand tu devais faire des erreurs, du coup, ça devait être la panique à l'époque. Oui, bien sûr. Ouais. Donc comment t'as mis en place ce déclic de dire « Ok, c'est pas grave, je vais déjà essayer de comprendre le sujet ». La maturité, Nelly. Non, c'est beau ça. Non, mais honnêtement, le temps et... Le temps, Jean-Philippe m'a bien aidé là-dessus. Okay. Ouais, honnêtement, Jean-Philippe, pour le coup, m'a bien coaché sur le sujet. Quand il me voyait, quand il me voit toujours, parfois, partir dans mes questionnements, parce qu'on échange beaucoup au quotidien, on est très proches et on discute de tous les sujets. Et donc, je lui partage aussi en toute transparence. Et ça, pour moi, c'est important aussi d'avoir un binôme où je peux partager mes doutes, mes questionnements, les choses qui m'embêtent, plus personnellement dans la façon dont je le vis. Ça, c'est très important et c'est ce que je fais avec lui. Et effectivement, sur ça, il m'a bien aidé à prendre le dessus là-dessus. Parce qu'en gros, en me montrant, on me fait, mais en fait, tes erreurs, t'en feras plein et t'en fais plein. Moi, j'en fais plein. En fait, on en fait tous plein. Et à nos postes, on en fera plein. Et les erreurs qu'on fait, est-ce que faire des erreurs, c'est une chose. C'est les conséquences des erreurs qui sont emmerdantes. C'est évidemment ça le sujet. C'est pas faire une erreur. C'est la conséquence. Et la conséquence des décisions que je prends aujourd'hui, forcément, elles sont beaucoup plus importantes que ce que je prenais il y a 10 ans. Donc c'est ça qui est un peu plus dur à assumer, en fait, de dire « Ah ouais, merde ». Et là, Jean-Philippe, pour moi, il y a une personne dont j'ai besoin quand à des moments un peu plus de faiblesse. Le binôme, finalement ? Non, parce qu'on parle souvent de la solitude du dirigeant, mais en fait, là, vous avez un vrai binôme. Oui. C'est pas comme si vous étiez co-dirigeant, parce qu'il y a quand même la notion de président et de dirigeant, mais on le voit aussi sur les co-dirigeants, d'avoir ce vrai binôme de challenge, de pas se sentir tout seul avec soi-même, parce que comme tu dis, parfois, on sait pas trop... Ah ouais, on est tous... Moi, j'avais très peur de la solitude dans ce poste. C'était la chose qui me faisait le plus peur. Quand j'ai pris le poste de direction générale, de me dire, je vais me retrouver toute seule, je vais avoir les équipes et moi, on va se mettre une distance qui n'existe pas. Moi, je suis passée quand même de super collègue à big manager, donc forcément, il y a quelque chose qui se passe. J'avais très peur de ça. Et de me retrouver toute seule et de plus pouvoir parler de ce que je ressentais ou de ce que je vivais au quotidien. Et j'en ai besoin de temps en temps. On le fait pas évidemment, pas tous les jours, mais de temps en temps. Et au final, c'est vrai que le binôme m'empêche d'avoir cette solitude. Alors, de temps en temps, il y en a quand même une quand même, parce qu'on peut pas tout le temps se voir ou tout le temps tous partager, c'est bien normal. Et on est très différents. Mais c'est vrai qu'effectivement, on ressent pas cette... Enfin, moi, je la ressens pas du tout. Je pense que lui aussi, il me l'a déjà exprimé, que c'était quand même pour lui important, du coup, aussi que j'arrive avec lui. Qu'on soit à deux, oui, il y a un truc très... Moi, c'est un truc qui me convient parfaitement. C'est assez confortable, en vrai. En tout cas, pour une première prise de poste pour moi, c'est très confortable. Tu m'as dit quelque chose avec lequel je suis assez d'accord, c'est finalement plus on prend responsabilité, plus on a de pouvoir, et plus on a de pouvoir, plus on fait de conneries. T'as pas dit le mot conneries, mais je me permets. Oui. Toi, t'arrives à ton poste, donc il y a 3 ans, et tu te dis crise, parce que crise de l'immobilier il y a 3 ans, et tu te dis tiens crise, je vais changer la culture interne. On a fait ça, on a fait ça. Comment se crée le lien de finalement on sait pas où on va, mais on se dit tant qu'il y a à faire, on va tout changer quoi. Donc ta question c'est quoi? C'est de se dire pourquoi on a fait ça? C'est-à-dire comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans, sachant qu'en plus tu te poses la question de est-ce que je vais faire des conneries, me remettre en question, etc. C'est quand même tu vois, t'as 2 challenges, enfin t'avais un challenge et tu t'en es mis un deuxième au passage. Ouais, carrément, moi je suis comme ça. Je te dis que maintenant je peux dire le mot audace, je l'utilise beaucoup plus qu'avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait dans cette tempête, on parle de tempête de crise, au moment où on a lancé tout ce projet de changement c'était le début on parlait pas encore de crise à l'époque. C'était le début, on commençait à dire ouh là, il y a un truc qui est en train de se passer. Généralement les crises immobilières, elles durent pas aussi longtemps, elles sont pas aussi violentes. Là, on en a vraiment une très bonne. Alors on est sur la fin, mais voilà. Moi, je connaissais pas ça en plus. Je connais ni diriger une boîte et ni une crise économique. Alors là, franchement, c'est 2 choses que je ne connaissais pas. On s'est fixé ensemble une stratégie de développement en disant en fait, nous, ce qu'on va préparer, c'est la sortie de crise. On pilote évidemment le bateau pour que le bateau se prenne pas une grosse vague et qu'on coule pas, évidemment, ce qui n'est évidemment pas le cas et ça c'est réussi, évidemment. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'après. Nous, on veut être les plus forts quand on sortira de la crise. Donc du coup, on s'est mis dans une stratégie de développement et non pas une stratégie de repli. Je pense que c'est la période la plus forte en innovation chez nous, par exemple. Là, cette année, on va sortir beaucoup de nouveautés, de nouveaux produits, d'un nouveau positionnement. Voilà, c'est vraiment un renouveau qui est en train de se passer. C'est le renouveau des 10 ans qui va se concrétiser cette année. Et ce qu'on prépare depuis ce projet collaboratif, c'est vraiment la naissance, c'est la méthodologie pour y arriver, en gros. Et donc, c'est de dire, en fait, nous, on veut se développer. Pour se développer dans notre marché, on a besoin d'innovation. Donc, on est très axé produit et très axé client, puisque nos clients, c'est notre trésor. Forcément, on est sur un système d'abonnement, donc c'est notre trésor. Et nos clients ont besoin d'innovation et d'accompagnement technique. Donc, en fait, on s'est fixé là-dessus et du coup, on a développé une stratégie de développement
Et pour la réussir, comme je le disais tout à l'heure sur le côté le bateau, le paquebot, je utilise vraiment cette métaphore-là parce que je trouve que c'est le plus simple et le plus évident. Ce petit bateau de 35-40 personnes qui devenait finalement un paquebot à manipuler, si on est en crise avec un paquebot, ça va pas le faire. Donc on est obligé de se transformer. Donc en fait, pour nous, il n'y avait même pas de questionnement. On savait qu'on faisait un truc un peu, voilà, que c'était un peu risqué, mais à la fois, pour nous, on ne peut pas faire autrement. Donc c'était voilà. Donc c'est comme ça qu'on y a été. Et c'est pas animé par cette volonté d'être les plus forts à la sortie de la crise. C'est là où le collaboratif prend toute son ampleur en général, c'est dans les cas de transformation ou de crise qu'en fait au quotidien, à la limite, j'ai envie de dire si tout roule, voilà. Sauf que bon, du quotidien, il n'y en a plus trop de façon générale. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des transformations permanentes. Oui. Ça n'existe plus vraiment. En fait, le quotidien qui roule des années 80, 90, j'en sais rien. Encore, je suis pas sûre parce que le digital est arrivé en 90. Donc en vrai, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. C'est intéressant parce qu'en effet, c'est quand on doit se transformer qu'on va là-dedans. Mais c'est vrai, quand on vient de prendre son poste, qu'on est confronté à une crise, qu'on se dit, tiens, on fait un changement culturel, voilà. Mais là, dans l'approche que tu as, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais on va un peu plus loin, c'est de dire, en voulant nous confronter à la crise, on a fait de la co-construction et en faisant, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix que d'en faire avec d'autres, en fait. Ouais. Comment c'est venu de construire cette vision à 3 ans? Parce que est-ce que c'était un exercice nouveau? C'était un exercice que vous avez déjà fait? Parce que j'ai l'impression que c'était pas si... C'est nouveau. C'est ça, en fait. Pour nous, c'est nouveau. C'est venu des équipes. Un besoin, et ce qui est donc évidemment tout à fait compréhensible. En gros, ils avaient besoin de vision. Ils savaient pas où on avançait. Et finalement, avant que j'arrive en direction, on avançait sur... C'est vraiment Jean-Philippe, c'est un fondateur qui a des idées, qui a des concepts et qui après se bat pour que ça fonctionne. Donc, pendant longtemps, je schématise un petit peu, mais on veut pas Jean-Philippe. Il arrivait dans le bureau en disant, maintenant, on va faire ça, j'ai cette super idée, j'ai cette vision, j'ai cette intuition, il faut qu'on fasse ça sur le marché. Hop, on le fait. Et on le faisait. Orientation produit, quoi. Voilà, orientation très produit. Ou même orientation d'organisation interne, ça pouvait aussi marcher, évidemment. Et donc, du coup, c'était très spontané. On est vraiment sur la start-up avec le fondateur visionnaire qui impulse tout. Sauf qu'au bout d'un moment, ça peut plus fonctionner comme ça. Et les équipes, t'as 35-40 personnes qui te disent, mais en fait, on veut savoir où on va. Ouais, vous avez raison de poser la question, en fait. Vous avez raison, ok. Et donc, du coup, je rigole un petit peu, mais c'est aussi, en fait, on n'avait plus le choix, encore une fois, de se dire, mais en fait, il faut, après, pour nous, évidemment, là, je parle de comment c'est venu, parce que c'est ta question, évidemment que les équipes ont besoin de vision, évidemment que le board, le codir de l'entreprise a besoin d'avoir une vision, c'est évident aussi. Et donc, du coup, c'est juste que là, en fait, ça nous a montré le moment où tu n'avais plus le choix de le faire et il fallait absolument y aller. Donc, on a redéfini les valeurs, la vision, la roadmap, etc. Donc, c'était le début, en fait, de la restructuration, de la maturité, en fait, de la start-up. Je pense que là, on pourrait se dire qu'on a vraiment changé, qu'on a commencé vraiment à changer pour beaucoup mieux se structurer petit à petit et faire les choses dans l'ordre. Et puis faire les choses parce qu'elles viennent comme ça. J'exagère un peu, mais c'est un peu, voilà. On a parlé tout à l'heure de ton parcours. Alors, quand on a préparé l'entretien, on a aussi parlé du côté très intuitif, finalement, des prises de poste que tu as eues. Oui. Et que finalement, c'était par l'envie, là, pour le dernier de DG. Là, tu changes de culture. Ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même vu plusieurs entreprises. C'est pas ta première entreprise, ImoAdvisor. Et dans les autres entreprises dans lesquelles tu as travaillé, il n'y a pas des choses où tu t'es dit, tiens, là, c'est plus collaboratif, là, ça me plaît. Enfin, j'ai l'impression, de la façon dont tu m'en parles, que le collaboratif, c'est nouveau, entre guillemets. Oui, c'est nouveau pour moi. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça veut dire, dans les entreprises que tu as vécues avant, finalement, le management qui ne devait pas être collaboratif et il te convenait ou Non, je me suis pas inspirée de mes expériences passées. Je n'ai pas d'inspiration forte à faire là-dessus. Les managements que j'ai eus par le passé m'ont jamais vraiment bien convenu. Donc, j'ai pas de modèle ou de... Parfois, je me dis que j'aimerais bien avoir un modèle de manager, ça me ferait du bien. Ça m'aiderait un peu, tu vois, mais je ne l'ai pas. Mais c'est OK, hein, j'ai vécu des belles expériences pour autant, hein, c'est pas très grave, je suis très autonome, je me gère. Mais non, j'ai pas beaucoup d'inspiration sur mes expériences passées, donc effectivement, pour moi, c'est nouveau. Ça me pose question, parce que je baigne trop dans ce monde-là aussi. Possible, ouais. Parce que j'interviewe des entreprises où ils ont mis ça en place depuis 15 ans, 20 ans. Ça ne marche pas. Faut pas croire que parce qu'ils l'ont mis en place, ça fonctionne. On est aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, toujours dans un leadership plutôt protecteur. On n'est plus autoritaire, on est passé protecteur, mais grosso modo, le collaboratif, très peu de boîtes où ça fonctionne. Ouais. Faut pas se flageller, même si on en parle depuis 20 ans. Mais du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu dises, en fait, non seulement j'en avais pas forcément entendu parler, ou en tout cas, je voyais pas comment ça se faisait, que je l'ai pas expérimenté par ailleurs, et que tu n'en as pas vraiment ressenti le besoin, à part le jour où il y avait une prise de transformation, en fait. Ouais. En fait, c'était aussi lié à mes missions et mes postes dans mes précédentes expériences. J'étais pas du tout sur l'organisation, sur la structuration. Je réfléchissais pas à tout ça. Je le vivais, mais je le réfléchissais pas. Donc, j'étais très concentrée sur moi. J'étais experte. En fait, j'avais des métiers d'expertise. Donc, du coup, je travaillais plus mon expertise que du regard critique de l'organisation d'une entreprise. Quand tu t'es projetée directrice, ne serait-ce que directrice marketing ou même DG, tu t'es projetée comment en tant que management? Tu t'es projetée comme quelle figure de management? C'est une bonne question et c'est une question que je me poserai toujours. Souvent, je me demande, mais est-ce que je suis une bonne manager? Je me la pose assez régulièrement.
Parfois, je me dis, parce qu'il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Et donc, j'apprends aussi beaucoup sur moi en devenant manager. Comment je me suis projetée, je l'ai pas intellectualisé pour le coup, quand j'y suis allée. Et ça t'a fait quoi de un jour te dire, je dois manager telle personne, je sais pas, il y a quand même plein de choses à faire, quoi. Ouais, moi, mes premiers élans qui me font aimer le manager, déjà, j'adore le contact avec les gens. Donc déjà, le manager, c'est être en contact avec des gens. Donc déjà, moi, ça me rend heureuse. Deuxièmement, il y a une notion de transmission, de partage. Moi, j'adore réfléchir à plusieurs. Donc du coup, il y a toute cette notion de travail collectif dans le management que j'ai adoré depuis de la première seconde. Donc je pense que c'est comme ça que j'y suis enfin, toi, c'est d'abord avec ces visions-là ou ces choses que j'ai mis en place, que j'aimais. Et après, j'ai appris les autres choses du management en me formant, en lisant, en me formant, en discutant, etc. Tu vas chercher du feedback ? Bien sûr. Non, bien mais sûr. Tu dis bien sûr. Non, bien sûr. Si, tout le temps. Enfin, tout le temps. J'essaie de le faire maximum. Je demande très, très régulièrement les retours des équipes. Et ils le donnent ? Ils me le donnent. Alors bon, j'aimerais bien qu'ils me le donnent plus. Parce que dire que ta porte est ouverte, que venez me voir et venez me parler, c'est des belles paroles. Moi, ça veut vraiment dire quelque chose, mais les équipes le font pas. Donc ça, en direct comme ça, je vais aller les chercher avec certaines personnes avec qui je sais qu'ils vont oser me regarder dans les yeux et me dire ce qu'ils pensent. Et il y en a, et heureusement, et merci. Donc c'est très important. J'ai aussi le feedback des managers, de leurs propres équipes. Donc c'est un feedback retranscrit, mais du coup qui est important, que je demande régulièrement. À chaque fois que je fais un point deal avec un directeur, ma première question, c'est comment tu vas et comment va ton équipe ? Et parle-moi un peu de ton équipe, qu'est-ce qui te remonte, comment ils vont, c'est quoi la problématique. Ça, c'est un feedback indirect, certes, mais c'est important. Après, on a mis en place aussi depuis longtemps des questionnaires mensuels pour que justement les équipes aient une boîte d'expression anonyme pour qu'ils puissent dire tout ce qu'ils ont besoin de dire. Donc on mesure l'INPS, mais aussi avec une zone de commentaires libres. Ça, c'est tous les mois, donc je le lis tous les mois. On les prend en compte, c'est pas juste pour faire joli. Donc voilà. Donc Vous faites un feedback là-dessus ? On fait un feedback, oui, on le fait. Alors pas systématiquement, mais sur certains aspects, oui, on le fait. Ouais. Quand on écoute ton parcours, même si l'audace est devenu maître mot de ton rôle de directrice... Il avait un petit peu avant. Quand on l'écoute comme ça, au vu de cette conversation-là, il y a une certaine fluidité et ça a l'air assez simple, entre guillemets. Oui. Est-ce que tu as été déjà confrontée à des obstacles, il y a des choses que tu as été confrontée où tu t'es dit, là, en fait, ça va être compliqué, ou je ne sais pas, ou pas du tout. Sur quoi ? C'est par rapport à mon poste de DG Dans ton parcours de façon générale. Ah, mon parcours, oui, parce qu'à chaque fois que je prenais une décision, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en plus, moi, j'ai besoin de sécurité, de savoir où je vais. Et pour autant, j'ai fait souvent des choix où je ne savais pas où j'allais. Donc, il y a un certain inconfort. À la fois, quand une décision est très alignée avec ce que je suis, ce que je veux, c'est là où je sors toutes les armes pour y arriver, où je défonce tout, et où j'y arrive, du coup. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Après, oui, j'ai eu beaucoup même d'incompréhension de mon environnement, qui n'avait jamais trop compris ce que je faisais. Mais vraiment, je pense que mes parents n'ont jamais vraiment... ils comprennent aujourd'hui, parce que c'est plus simple à comprendre. Mais pendant longtemps, ne comprenaient pas très bien mes choix, mais m'accompagnaient parce que j'avais l'air tellement décidée et épanouie, et j'avais tellement envie. Et ça, je leur en remercie, parce que j'ai eu énormément de chance d'être accompagnée de cette manière-là pour pouvoir faire mes propres choix. Et j'ai fait que des choix de cœur et de passion. Alors, passion dans le sens quand même raisonnable, mais encore que des choix de cœur. Et finalement, moi, c'est un peu ma morale de l'histoire, en tout cas aujourd'hui à mon âge, de me dire, en fait, on peut y arriver juste en faisant des choix de cœur. J'ai jamais eu de vision carriériste. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition, mais de l'ambition pour moi, pas de l'ambition pour une carrière ou pour un rôle ou pour de l'argent ou pour des choses comme ça. Mais l'ambition pour soi est beaucoup plus forte, du coup, je trouve, parce que du coup, ça m'a fait déployer des ailes que je n'avais pas. Et à chaque fois, je me suis mis dans une situation, j'ai fait un bac économique, je suis allée dans l'art, je connaissais rien. Culturellement, dans ma famille, j'ai pas été élevée comme ça. Après, j'étais en sciences du langage, j'étais pas spécialement littéraire. Et après, j'étais dans la publicité. Après, j'ai même fait un autre chemin parallèle dont on parle pas, qui était la shiatsu. Enfin, moi, après mon premier boulot, j'ai commencé en agence de publicité, j'ai détesté mon premier boulot. Faut le savoir, j'avais les larmes aux yeux quand j'allais au travail, donc c'était pas très bien. Je pense que j'ai fait une crise de la quarantaine à 25 ans, du coup, en me disant, mais quel sens à ma vie, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et là, j'ai décidé que je ne voulais plus travailler en entreprise et que je serais pas heureuse en entreprise. Et je me suis lancée, j'ai démissionné du jour au lendemain, j'ai pris un job alimentaire et je me suis inscrite dans une école de shiatsu. Voilà, et ça, c'était à 25 ans. Normalement, on fait ça un peu après, généralement. Bon, voilà, moi, je l'ai fait tout de suite. Et en étant, voilà, là, c'est là où mes parents n'ont pas trop compris ce que je faisais, mais c'est pas grave, je le faisais et j'assumais tous mes choix. Et j'étais persuadée que j'étais convaincue que l'entreprise, c'était très bien, j'ai rien contre l'entreprise, mais pour moi, non. Et qu'il fallait que je fasse autre chose. Et en plus, je voulais être en lien et en thérapeutique. Bref, ça, c'était un autre délire, entre guillemets. Et puis finalement, 15 ans après,
Finalement, je dirige une entreprise. Donc, comme quoi, et ça, moi, je trouve ça génial parce que si j'étais restée sur mes croyances de mes 25 ans, j'aurais pas beaucoup, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais pas été très loin. En fait, à chaque fois, je me challengeais, j'ai découvert des choses de moi-même et je me suis laissée me surprendre. En me disant, finalement, j'aime bien ce job, c'est génial, mais cette boîte, elle est super. En fait, je m'épanouis. En fait, c'est cool. C'est cool. Très bien. Ce que je croyais il y a 10 ans, c'est pas vrai. Ok, c'est pas grave. C'est quoi une ambition pour soi ? Une ambition pour soi, c'est une ambition. Alors moi, mon ambition, ce que c'est de se vouloir du bien, de se vouloir de l'épanouissement. Et après, chacun ses zones d'épanouissement et ses outils pour s'épanouir. Moi, le travail a été un outil d'épanouissement et toujours un outil d'épanouissement et d'évolution, même presque de développement personnel. Et l'épanouissement d'être heureux et d'aimer ce que je fais et d'être aligné avec ce que je fais. Voilà, ça c'est mon ambition première. Et après, je pense que j'ai toujours eu l'ambition d'avoir du pouvoir d'agir. Ça allait avec, voilà. Même si je me l'ai jamais intellectualisé jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir d'agir, j'ai toujours été le chercher quand même. Je vais aller vers ma dernière question, parce qu'on arrive à la fin. Qu'est-ce que, selon toi, devrait changer dans la société ou les organisations pour arriver à une égalité de pouvoir d'agir ? Le participatif et le collaboratif, que je suis en train d'essayer d'aller moi-même chercher. Mais je pense que c'est extrêmement important. Je pense que le partage du pouvoir est essentiel. C'est quelque chose je peux témoigner que c'est pas si facile que ça à le faire, mais j'y crois fondamentalement. Et c'est quelque chose, si je devais... je me projette pas dans une autre société autre que participative et collaborative. Donc pour moi, c'est un des premiers trucs qu'il faut changer, par exemple. Dans les entreprises. Dans les entreprises, ouais. Merci beaucoup. Merci Nelly. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.